Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous accueillons Antoine de Paprika. Et d'abord, je vais le laisser se présenter succinctement avant de parler de sa structure Paprika. Bonsoir Sandra, Antoine Gilles, 43 ans. Je suis papa de deux jeunes filles de 9 et 12 ans, Sarah et Maëlle. J'ai derrière moi une vingtaine d'années d'expérience dans le numérique, en gestion de projet, RSE, marketing. Et depuis 4 ans maintenant, je travaille dans tout ce qui est transition écologique. Donc, suite à une reconversion, un master spécialisé en économie circulaire. Et 2 ans dans l'association Rupture, qui œuvre pour la transition environnementale de l'économie. Donc, 200 chefs d'entreprise de la région entre Nantes et la Vendée. Et depuis 1 an et demi, je suis entré dans la coopérative qui s'appelle l'Ouvre-Boîte et j'ai créé donc Paprika. Qu'est-ce que Paprika ? Alors Paprika, c'est une agence qui accompagne les acteurs de la fabrique de la ville dans leur stratégie d'adaptation au changement climatique et de résilience. Alors, c'est qui les acteurs de la fabrique de la ville, par exemple ? On a les collectivités, on a les aménageurs, on a les promoteurs, les constructeurs, donc tous les acteurs du bâtiment, toutes les collectivités, aménageurs. Donc la résilience, c'est quelque chose de très transverse et donc on touche un petit peu à tout le monde. Donc l'objectif, c'est de faire travailler un petit peu tout ce monde ensemble pour faire en sorte de favoriser le bien-être des populations sur les territoires. Et donc tu travailles sur 2 concepts, deux formalisations encore peu connus ayant souvent galvaudé, qui sont l'adaptation et la résilience. Tu peux peut-être en dire 2 mots sur les deux. L'adaptation, donc juste pour faire un focus, la différence avec, on parle souvent d'atténuation, changement climatique, donc baisser nos émissions de gaz à effet de serre. L'adaptation, c'est l'étape complémentaire où on va faire en sorte de favoriser sur des territoires au niveau local et immédiat des actions et des aménagements qui vont faire en sorte que les populations ne souffrent pas des effets des changements climatiques notamment. Donc, c'est-à-dire les fortes chaleurs, les sécheresses, les inondations, etc. Ok. Et la résilience ? Et la résilience, alors c'est l'adaptation plus le fait d'apprendre après un événement climatique, de mettre les éléments en place pour qu'il y ait suffisamment de retour d'expérience, d'apprentissage après un événement climatique, on va dire pas forcément dramatique, mais qui peut être extrême. Le fait de pouvoir apprendre de ce qui s'est passé pour pouvoir ne pas refaire les mêmes erreurs et mettre en place des solutions meilleures qui, face au même événement climatique la prochaine fois, auront un impact moindre. Ok. Un exemple, par exemple ? Ça serait bien. Un exemple que tout le monde connaît, donc la canicule de 2003. La canicule de 2003, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui étaient seules chez elles. Et aujourd'hui, si elles se reproduisaient, les messages hydratez-vous, faites attention aux personnes qui sont seules, etc. sont des éléments d'apprentissage. En fait, on a appris suite à cet événement quels étaient les facteurs en fait de faiblesse et ça permet de pouvoir y répondre. De limiter le nombre de morts, là, par exemple. Le nombre de morts, le nombre de personnes en souffrance et en tout cas d'intervenir à temps. Oui, parce que c'est ce que j'avais lu sur cette canicule, c'est qu'en gros, il y avait des corps qui ont été retrouvés longtemps après, quoi, en gros, tellement ils étaient isolés. Non, mais sans vouloir être... C'est un peu glauque, mais... sans vouloir être glauque, mais c'est quand même incroyable qu'en France, on laisse... C'était surtout dans la région parisienne ou c'était dans les grandes villes en général, tu sais, ou tu sais pas ? Les grandes villes en général, ouais. Et donc l'objectif de la résilience, c'est créer... un des points clés, c'est mettre en place les éléments pour créer du lien social. Que les gens se connaissent, se visitent, s'entraident entre eux en cas d'événements climatiques extrêmes. Ok. Et du coup, Paprika, t'es tout seul, vous êtes plusieurs, ça a démarré quand, voilà. Alors Paprika, l'histoire a commencé fin 2020, où j'ai pu répondre avec des camarades de mon master spécialisé en économie circulaire à un projet de l'Alliance HQE, donc qui fait les normes environnementales du bâtiment. On a répondu à une demande qui était d'analyser en fait les référentiels environnementaux du bâtiment d'un côté et les méthodologies de résilience de l'autre et voir ce qui pouvait matcher avec dans l'objectif de pouvoir créer à terme une norme autour de la résilience. On s'est rendu compte que dans l'un et l'autre, il n'y avait pas beaucoup d'éléments qui se retrouvaient. Donc les normes environnementales du bâtiment étaient très orientées bâti, aménagement.
très peu autour de la résilience. Quand tu dis bâti aménagement, c'est-à-dire des normes constructives, genre Exactement. tel pourcentage de matériaux, etc. Enfin, ce genre de choses. Exactement, ce genre de choses, comme les réglementations énergétiques, etc. La RE 20, c'est ça? Oui, ouais. Toutes les différentes normes, les BRIM, etc. Et sur les méthodologies résilience, on s'est rendu compte qu'elles étaient énormément en mode organisation des secours. Et sur l'organisation des secours, en fait, on n'est pas sur le côté prévention. Et donc, entre les deux, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou, en fait, notamment au niveau des usages, des comportements, comment faciliter le fait qu'on crée du lien social pour préparer cette résilience. Et suite à ça, donc, on a rendu un rapport. L'Alliance HQE a publié un cadre de définition de la résilience dans le cadre bâti. Et suite à cette publication, je l'ai regardé, je me suis dit, ok, c'est super chouette. Par contre, on manque d'acteurs qui puissent porter ce type de solution. Et ça faisait longtemps que j'avais en tête de pouvoir me lancer mon activité pro indépendante. Et donc, je me suis lancé sur ce sujet-là. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu es tout seul, mais tu as gardé ton collectif de mentors autour de toi, c'est ça? Ta promo? Alors, mon collectif de mentors, de stratèges, d'amis, etc. Donc, ils sont là, ils peuvent ponctuellement m'accompagner. J'ai aussi des personnes avec qui je travaille ponctuellement, en fait, sur des sujets sur lesquels j'aurais pas des compétences, par exemple, ou si j'ai plus de travail. Donc, il y a des gens de l'ouvre-boîte, il y a des personnes extérieures, comme toi, par exemple. Comme moi, par exemple. Sur des enjeux... Autopromo. Sur des enjeux de formation, notamment. Ouais. Donc, formation à tout ce qui est adaptation au changement climatique, formation aux bons usages dans le cadre bâti, formation sur ces sujets-là, en fait, avec des formats plus ou moins courts. Donc, ça part de 1h30 jusqu'à 12 heures de formation. D'accord. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, c'est qui tes clients, par exemple? Alors, mes clients aujourd'hui, donc, j'ai eu des promoteurs immobiliers. Ouais. Sur des aménagements donc, de construction donc, d'immeubles. Neuf. Sur des anciens parkings, par exemple. Donc, évidemment, je ne vais pas aller sur quelque chose sur des terres agricoles, par exemple. C'est un sujet où c'est même pas la peine de venir me voir. Je dis, non, c'est pas une bonne idée de construire à cet endroit-là. Sur les prairies humides, par exemple, mais certains le font encore. Bon. Par exemple, exactement. Donc là, non, effectivement, c'est pas une très bonne idée. Ouais. Et donc, construction d'immeubles neufs. Donc, comment on va favoriser en fait l'infiltration de l'eau dans les sols? Comment on va favoriser la création de zones refuges? Comment on va garder aussi un maximum d'arbres sur place pour éviter les effets d'îlots de chaleur? Et comment on évite aussi les effets de ruissellement? Donc, j'ai eu des projets comme ça. J'ai eu des projets avec de la formation, beaucoup de formation. Et également des projets autour un petit peu différents, donc changement de modèle économique pour un constructeur. Ça, c'est toujours en cours? Et c'est toujours en cours. On travaille autour des usages. Donc, plutôt économie de la fonctionnalité, en gros, c'est ça? Exactement, économie de la fonctionnalité et de la coopération. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots? Ouais, c'est très technique tout ça et on aimerait que nos auditeurs nous comprennent. L'économie de la fonctionnalité, c'est une façon de voir les choses, c'est un des piliers de l'économie circulaire déjà. Et ça permet de réorganiser en fait un modèle économique autour de l'usage. C'est-à-dire ce que fabrique l'entreprise, ça va servir à quoi? Qu'est-ce que ça va apporter? Et ensuite, on regarde dans l'entreprise quelles sont déjà les valeurs immatérielles qu'elle met déjà en place, qui peuvent apporter un plus au produit, qui devient souvent un service aussi. Et comment on garde la propriété l'entreprise garde la propriété de son produit pour pouvoir être amené à le réparer, à l'entretenir, à favoriser les bons usages de son produit sur l'ensemble du cycle de vie. En gros, tu augmentes la chaîne de valeur et c'est plus en gros, je vends un produit qu'on pourra jeter. Non, on essaye de développer un business. Un business circulaire, donc un produit qui va être réparable, qui va avoir une longue durée de vie. Durable. Et comme l'entreprise garde la propriété du produit, elle a un intérêt à ce que le produit dure longtemps. Si tu fabriques une machine à laver, tu vas peut-être vendre du lavage plutôt qu'une machine à laver. Donc ça pourrait se concrétiser par une laverie, par exemple, où tu as un abonnement, tu l'utilises autant que tu veux. Donc l'intérêt du fabricant de machines à laver, c'est d'avoir des machines à laver qui durent longtemps, qui sont facilement réparables, qui peuvent s'entretenir facilement. D'accord. Et donc on va utiliser moins de matière et moins d'énergie. Qu'est-ce qui... je sais pas, quelle expérience t'as le plus marqué récemment? Il y a un truc qui m'a beaucoup plu là, sur ces derniers mois. J'ai travaillé avec une équipe de jeunes étudiants, donc jeunes ingénieurs,
à qui j'ai donné un gros défi. Je leur dis voilà, moi ça fait 1 an et demi que je travaille que j'ai lancé mon activité, et quand j'arrive sur un projet d'aménagement d'un quartier, je n'ai pas d'outils en fait pour mesurer quel est l'apport de ce projet d'aménagement à la résilience de ce quartier. Il y a 12 enjeux que je regarde, donc la biodiversité, les usages, le bâtiment, l'énergie, le confort d'été, ouais. Exactement. Je regarde 12 sujets qui sont systémiques, qui ont des liens les uns avec les autres. Donc aussi le lien social, tu vois, il y a des choses qui sont assez difficiles à mesurer, et c'est des sujets qui ont des liens les uns avec les autres, qui influent positivement ou négativement les uns sur les autres, et j'ai pas d'outils pour mesurer ça. Et donc j'aurais expliqué le défi, donc ces sujets de la résilience d'un quartier, comment on va faire pour qu'un quartier puisse être résilient. Donc, j'analyse ça, et je les ai guidés donc, pendant 6 mois avec un expert aussi en système urbain. Et il y a 3 semaines à peu près, ils m'ont présenté le résultat de leur recherche. Un prototype. Un prototype, exactement. Un outil, ils ont super bien travaillé, donc s'ils regardent, bravo. Félicitations. Et cet outil intéressant, en fait, ça permet vraiment de mesurer. Voilà, tu es dans un quartier, on va construire un immeuble, on va mettre une place, un jardin, des jardins partagés, quelque chose. Et on a un état initial. Et on va tenter de l'évaluer. Voilà, on a l'état initial du quartier. Et avec le projet d'aménagement, qu'est-ce que ça apporte en termes de biodiversité? Qu'est-ce que ça apporte en termes d'autonomie alimentaire, en termes d'autonomie en eau, sur ces sujets-là? Donc, qu'est-ce que va apporter le projet? Ça permet soit d'évaluer un projet, soit de comparer 2 projets d'aménagement pour voir lequel apportera le mieux. Donc, c'est un outil qui m'ont sorti, qui est pour l'instant en cours d'expérimentation. C'est une maquette. Et là, je suis à la recherche en ce moment de territoires d'expérimentation pour pouvoir le tester et l'évaluer et surtout l'affiner au fur et à mesure. Ok. Et du coup, l'avenir, tu le vois comment pour Paprika? Qu'est-ce que tu aimerais, je sais pas, à la fin de l'année À la fin de l'année. Ouais, ou d'ici peu, ou j'en sais rien. D'ici peu, moi, clairement, mon objectif sur cette année, c'est cet outil dont je parlais juste avant. Okay. Pouvoir l'expérimenter sur des territoires, le tester, l'affiner, le faire progresser, pour qu'ensuite, d'ici 1 an à peu près, je puisse le diffuser plus largement et qu'il puisse être utilisé un petit peu partout, que chaque territoire puisse se l'approprier pour améliorer sa résilience, et notamment face à tous les changements qui arrivent, et qui arrivent beaucoup plus vite qu'on croit. Bon, et le petit mot de la fin? Pour moi, il n'y a pas de fin, c'est on continue. Et si le mot de la fin, ça serait comment on arrive à gagner du temps au fur et à mesure par rapport à tous ces changements qui arrivent très rapidement. L'enjeu, on ne peut pas dire on a perdu, on a gagné, on y arrivera pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est essayer de gagner du temps pour laisser aux enfants dont je parlais tout à l'heure, à mes filles notamment, même à notre génération, les capacités de pouvoir s'adapter et continuer à vivre sereinement tous ensemble le plus longtemps possible. Ouais, sur une terre habitable, comme dirait. Dans des territoires habitables. Petit rappel, on a failli manquer d'eau l'année dernière à Nantes, en 2022, donc il y a 1 an et demi. Ouais, 2022, 1 an et demi. On était à 2 doigts de manquer d'eau dans la métropole. Donc il y a des choses qui ont été mises en place depuis, donc ça c'est super chouette. Mais les risques sont beaucoup plus proches que ce qu'on croit. Merci beaucoup Antoine. Merci Sandra. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.